Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invitée, Sarah Briolin, présidente nationale et fondatrice de Femmes en Devenir. À l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, nous parlons de cette maladie encore méconnue, bien qu'elle soit la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Un goûter sera organisé donc avec le partenaire à l'hôtel Royal Amazonia avec Femmes en Devenir. Ça se passera bien sûr le vendredi 19 juin. On en parle avec notre invitée de ce soir, Sarah Briolin. Ça sera juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Une mutinerie a éclaté ce matin au sein du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. À partir de ce moment, la situation s'enlise. C'est plus de 70 détenus menés par 4 d'entre eux qui sèment le chaos. Du mobilier incendié, certains détenus hurlent à travers les barreaux de leurs fenêtres. Le motif de cette manifestation, cela fait 2 jours que l'approvisionnement en produits frais et consommables n'a pas été fait. On a eu un incident par rapport à la cantine puisqu'on a un point de blocage syndical devant l'établissement pénitentiaire comme vous avez pu le constater. La cantine était délivrée mais sur la réserve de la cantine puisque le point de blocage ne permettait pas d'approvisionner en temps réel, depuis hier seulement, la cantine. Mais la cantine de l'établissement a quand même des réserves. Donc les déjeuners étaient prêts, sauf qu'il y a eu un mouvement d'inquiétude au niveau des détenus et c'est ce qui a en partie provoqué ce mouvement de protestation. Une situation qui a nécessité l'intervention du GIG2, le groupe d'intervention de la gendarmerie. Vers midi, un contact a été établi avec les détenus par les forces de l'ordre et un arrangement a été trouvé. Les détenus ont émis lors de cet échange plusieurs revendications. Des revendications qui ont trait à la fois au travail, à la fois aux activités, à la fois à la nourriture, etc. Donc des revendications qu'on a pu entendre parce qu'on a établi un dialogue avec 4 représentants, en tout cas 4 détenus qui portaient la parole de l'ensemble des 74. On a discuté pendant une bonne demi-heure avec eux et on a pris rendez-vous mardi prochain pour discuter de tout cela et faire avancer le programme à la fois des activités, du travail, etc., qui a déjà été lancé par le directeur de l'établissement pénitentiaire, mais on va apporter encore plus de concret pour les détenus. Mardi se tiendra une réunion de concertation avec les détenus. En attendant, tous, après avoir été entendus, ont regagné leurs cellules, mettant fin à ce mouvement de protestation. En grève depuis jeudi dernier, le personnel du centre pénitentiaire pourrait mettre rapidement fin à leur mouvement. Ce matin, une visioconférence a été organisée avec le directeur interrégional. De cette réunion, le syndicat a obtenu 3 points de leurs revendications. La première, c'est par rapport à l'équipe d'intervention, les ELIG. Jusqu'à présent, cette équipe était actée administrativement. Donc le directeur interrégional nous a confirmé qu'au mois de juin, lors de la commission paritaire, il va y avoir 7 postes qui vont être ouverts pour la création de personnel qui sera affecté pour les ELIG. Deuxième point, c'était par rapport à notre demande d'enquête administrative et médicale par rapport à la contagion de la tuberculose. Donc ce point a été également acté. Troisième point, c'est par rapport à la réforme de notre service. Donc on a parlé de la souffrance au travail du personnel par rapport à ce service qui épuise à la longue. Donc il est d'accord pour parler de ce point. Parmi un des points de revendication, le départ du directeur du centre pénitentiaire. Le syndicat attend le retour des analyses concernant les cas de tuberculose pour montrer les manquements de la direction. Nous estimons qu'une prise en charge du personnel de la population pénale qui n'a pas été prise par un directeur lorsqu'on sait qu'il y a eu un cas d'épidémie au sein de l'établissement est relativement très grave. Donc nous espérons que cette enquête administrative et médicale va pouvoir déterminer les personnes en cause et donc je pense que cela pourra se lier à l'avenir du directeur. Durant les 5 jours de grève, l'accès entier au centre pénitentiaire a été bloqué, provoquant l'impossibilité de livraison des cantines, à l'origine du mouvement de protestation des prisonniers ce matin. Dans cette salle, le stress est palpable, ils ont tous la tête dans les copies. Ce matin, les élèves du bac général et technologie ont planché sur les épreuves de philosophie. Je me suis préparé, j'ai révisé, mais c'est une matière où on n'a pas vraiment besoin de réviser, il faut surtout connaître les thèmes et
Précédemment, les autres épreuves, j'ai un petit peu stressé. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Donc cette année, j'y vais sereinement et puis on verra ce que ça va donner. Chaque filière a le choix entre 2 dissertations et un texte expliqué. Au menu cette année, la question c'était faut-il opposer la religion et la science? Je ne m'attendais pas à tomber sur ce thème-là, enfin sur cette question-là, non. L'art est-il nécessaire à l'homme? Le sujet c'était l'homme peut-il renoncer à sa liberté? La philo, une épreuve que beaucoup appréhendent, est-ce que ça faisait partie Oui, parce que je vois pas comment on peut noter une épreuve de philosophie sachant que c'est un avis personnel. Et 4 heures plus tard, on peut se dire que c'est un peu ça la philo. Prendre du recul, penser par soi-même, qui a raison ou qui a tort, en philo, tout semble être relatif. J'espérais qu'il y ait un sujet sur le désir et il y en a eu un, donc je suis assez contente. Maintenant c'est un petit peu aléatoire la philo, donc on verra. La boule de stress au ventre, mais une fois que le sujet est distribué, c'est plus la peine de stresser. Au contraire, il faut tout lâcher sur la copie. Et c'est un grand soulagement que de quitter la salle. Tous n'abordent pas cette matière avec autant de sérieux. Coefficient 7 pour les terminales littéraires, cette épreuve est bien moins décisive pour les filières scientifiques, économiques, sociales ou encore technologiques. Avancer des arguments comme ça, envoyer des idées, parce que c'est le principe de la philo. Et comme je suis en S, je n'ai pas vraiment pensé à prendre beaucoup de temps pour la philo, alors qu'il y a d'autres matières avec un plus gros coefficient. C'est plutôt une matière où j'essaye de ne pas perdre trop de points. Si je rate la physique ou la SVT, là, ou sinon le maths, j'aurais des problèmes. J'aurais pas le bac. À la sortie des salles, certains étaient encore accrochés à leur brouillon, d'autres carrément détendus. Alors, ont-ils pris cette épreuve avec philosophie? Réponse le 2 juillet. Comment optimiser l'examen du permis de conduire et réduire le temps d'attente? Moniteurs d'auto-école, syndicats et inspecteurs se sont réunis ce matin à la préfecture pour améliorer les conditions de passage de cet examen. En 2014, en Guyane, environ 6300 candidats se sont présentés au permis B pour seulement 40% de réussite. Et pour ces candidats, il faut attendre environ 106 jours pour pouvoir repasser l'examen. Des délais trop importants. Disons que les délais pour le passage de l'examen de nos élèves est beaucoup plus long. On vous parle d'un permis cher, mais il devient cher ce permis, parce que si les délais sont longs, quelqu'un a échoué au permis, par exemple, pour le repasser, il va falloir qu'il reprenne des cours, parce qu'il ne va pas rester à niveau, donc forcément, il va y avoir un coût en plus. Donc, ça fait longtemps que, on nous balade un petit peu en train de dire que c'est pas possible, ainsi de suite. Là, on a une belle ouverture. Notre discours a été entendu. Normalement, il va y avoir des applications sur le discours, donc on devrait recevoir un inspecteur en plus vers octobre, je pense. Le manque d'effectifs en termes d'examinateurs est un facteur important dans l'accroissement des délais. En Guyane, ils sont 6, trop peu pour répondre à une demande croissante. Mais d'autres raisons expliquent cette attente pour passer le permis. C'est très compliqué en Guyane. Nous avons des candidats qui sont quand même plus difficiles, qui découvrent un peu l'automobile, on va dire. Des candidats qui ont du mal avec la langue française. Alors je vous rappelle que l'examen est national. Donc le code de la route des fois pose problème. J'ai des dossiers qui datent de plus de 15 ans. Et en conduite c'est pareil, on a des élèves quand même qui sont difficiles, qu'on n'a pas en métropole. La moyenne de certains candidats est d'environ 100 heures pour une première présentation, qu'en métropole en général 20 heures, 25 heures, un candidat passe son permis. Pour ne pas causer plus d'attente pendant les vacances scolaires, un examinateur supplémentaire sera présent en juillet et en août. Depuis le début de l'année, l'attente pour une nouvelle présentation au permis est de 97 jours. Le ministère souhaite passer ce délai à 45 jours. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée Sarah Briolin. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, ravie d'être avec vous ce soir. Alors vous êtes la présidente nationale et fondatrice de Femmes en Devenir. On va parler bien sûr de cette organisation autour du vendredi 19 juin. On rappelle la journée mondiale de la drépanocytose. Vous organisez un goûter pour les enfants malades à l'hôtel Royal Amazonia. Mais parlons, avant de parler de cette journée, de Femmes en Devenir. Toujours l'occasion pour les téléspectateurs de savoir qui c'est, Femmes en Devenir, qui y a derrière. Et ça a démarré depuis combien de temps? 22 ans, je crois. Notre association a 22 ans puisque nous l'avons créée en 1993. Et comme je vous le disais, c'est une
association qui a pour fondement la lutte contre les inégalités sous toutes les formes, bien sûr, inégalités sociales, inégalités salariales, inégalités par rapport aux droits et inégalités par rapport à la santé, ce qui explique que nous avons 2 volets de notre programme santé, la drépanocytose et le cancer. La date du 8 mars, j'imagine que c'est une date très importante pour Femmes en devenir. Oui, la date du 8 mars est une date importante pour Femmes en devenir, pour toutes les femmes, même si nous n'arrêtons pas de dire que les droits des femmes, c'est toute l'année. Oui. Mais il est bien d'avoir un éclairage, d'avoir un plein feu à ce moment-là, parce qu'on voit quelles sont les avancées et quels sont les reculs. Mais déjà, je vois un recul, c'est que nous avions un ministère avec Yvette Roudy, nous avions un ministère avec Najat Vallaud-Belkacem, et là maintenant, nous ne sommes plus qu'un service dans le ministère de la Santé. Donc on se demande si ce n'est pas un petit peu aussi une reculade. Donc à nous de faire avancer quand même les choses pour montrer que nous sommes là et que nous voulons absolument que notre place soit préservée, surtout que nos compétences soient reconnues. On va parler de la drépanocytose d'ici quelques instants. Parlons des manifestations que vous mettez en place, parce qu'il y a des objectifs, bien sûr, à Femmes en devenir. Et donc, à chaque fois, vous mettez en place des manifestations comme quoi, par exemple? Oui, nous avons des objectifs très clairs. Par exemple, nous souhaitons, étant vecteur de cohésion sociale, nous implanter dans les communes, parce que la Guyane, ce n'est pas seulement Cayenne. Ouais. Voilà, mais j'en ai bien discuté avec Mme le maire de Cayenne. La Guyane, ce n'est pas seulement Cayenne, ce sont aussi les communes. Nous avons un très gros travail qui a commencé avec la commune d'Irakubo. Nous avions commencé avec Sinamari depuis 2010. Là, nous sommes en train de travailler avec la municipalité de Makouria, parce que nous allons avoir une implantation à Makouria, ce qui permettra quand même de connaître exactement quelles sont les attentes, les besoins, les nécessités de terrain, parce que nous sommes quand même une association de proximité et par conséquent, il faut œuvrer d'abord sur le terrain. Alors, quand vous travaillez dans la durée. Lorsqu'il y a un programme, c'est sur 3 ans, c'est sur 5 ans. C'est sur 5 ans à chaque fois. Oui. Et vous travaillez comment? Alors, comment ça s'organise tout ça? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer les associations comme nous le faisions autrefois. On avait la petite association, les quelques personnes qui travaillaient, et puis bon an, mal an, on menait telle ou telle action. Non. Si on mène une action, il faut qu'elle ait un résultat, qu'elle soit efficace sur le terrain. Et ça ne peut se faire que dans la durée. Donc, nous avons mis en place des programmes. Nous avons un programme d'action culturelle, un programme d'action santé. Nous avons le gros programme, le gros volet. Ouais. J'espère que vous viendrez à Paris au mois de novembre, parce que nous allons avoir la 5e édition de Découvrir la Guyane autrement. Donc nous avons vraiment des programmes qui sont liés toujours à notre fondement qui est la lutte contre toute forme d'inégalité. Alors, et dans ces programmes, bien sûr, dans le volet santé, il y a le cancer, on va en parler la semaine prochaine, oui. Parce qu'il y a à chaque fois des gens qui ont un certain vécu, viendront nous raconter tout cela, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et puis, il y a la drépanocytose, et depuis 2008, Femmes en devenir a mené une action pour créer le réseau Guyane drépanocytose. Oui, et là, ça a donné une sorte d'élan différent. Pas seulement en 2008, parce que en 2003, nous avons déjà lancé notre slogan ensemble contre ensemble pour la drépanocytose. Et la drépanocytose, ça nous concerne tous. Donc ça, nous l'avons déjà lancé depuis 2003. Voilà, mais depuis que le réseau a été créé. Voilà. En 2008, nous avons énormément travaillé avec le docteur Burin, avec Mademoiselle Sébas, et on a énormément travaillé pour que le réseau puisse se mettre en place. Femmes en devenir s'est vraiment investi, et là, je vois que le réseau bat de l'aile. Ça nous fait beaucoup de peine, mais grand Dieu, nous allons épauler le président du réseau pour que le réseau puisse continuer. Voilà. Qui est président du réseau. Voilà, avec qui nous avons de très bonnes relations, parce qu'il faut vraiment que le réseau prenne sa place et joue son rôle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a installé un centre intégré à l'hôpital, et certains disent que du coup, on n'a plus besoin du réseau. C'est faux, non, c'est une erreur, c'est une erreur. Hein, on a besoin des deux. On a besoin des deux. C'est pas parce qu'une structure se met en place qu'il faut absolument enterrer l'autre. Parce que chacune a sa finalité. Et si j'avais bien compris ce qui avait été dit lorsque le réseau a été créé en 2008, avec notre large contribution, je me permets d'insister là-dessus, c'est parce qu'il était dit que les médecins hospitaliers, les médecins de ville, les associations, tout le monde travaillerait ensemble, justement, pour qu'on puisse améliorer la qualité de vie des personnes malades, des personnes souffrantes. Et le centre intégré de la drépanocytose, où d'ailleurs nous tenons une permanence tous les mercredis, et là, nous avons aussi une permanence un mercredi par mois à Raymondeur. Donc vous voyez qu'il y a une continuité quand même dans tout ce que nous faisons.
Et donc, le centre intégré est vraiment indispensable. Il le fallait en Guyane pour accueillir les patients, surtout ceux qui viennent de loin, pour que les gens fatigués par les examens puissent rester se reposer un moment, pour qu'il y ait une écoute, pour qu'il y ait un partage. Donc les deux sont nécessaires et sont complémentaires. Alors, est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs, quand même, lorsqu'on parle de drépanocytose, dire simplement ce que c'est? Eh bien, la drépanocytose, c'est une maladie génétique héréditaire. C'est une altération de l'hémoglobine. Vous savez que l'hémoglobine, c'est cette protéine qui permet de faire circuler l'oxygène dans le sang. Et l'hémoglobine, c'est aussi un constituant du globule rouge. Donc, à partir du moment où il y a une altération, il y a aussi une altération au niveau des vaisseaux. Et ce qui entraîne des douleurs. D'ailleurs, le professeur Galacteros de l'hôpital Henri Mondor, qui est notre conseiller scientifique, nous a dit, si on vous demande qu'est-ce que la drépanocytose, dites que c'est la maladie de la douleur. Et c'est une maladie très invalidante. Alors, ce qui nous a poussé à y travailler, c'est bien sûr le fait que ma filleule, malheureusement décédée aujourd'hui, à 42 ans de cette maladie, en souffrait, mais c'est parce que nous avons été révoltés de voir que cette maladie tue dans le silence et dans une relative indifférence. Et ça, nous trouvons que c'est profondément choquant. 50 millions de gens ont la drépanocytose dans le monde. 200 à 300 000 en meurent par an. Et on a l'impression... Ce sont des chiffres effrayants. Mais c'est effrayant, c'est effrayant. Et quand vous voyez les conséquences, parfois au niveau économique, qui entraînent aussi des conséquences par rapport à tout l'environnement familial, qui entraînent des conséquences en termes de découragement, d'abandon, de déliquescence de la personne. On ne peut pas rester sans rien faire. D'ailleurs, si vous le permettez, nous n'en avons pas du tout parlé, mais si vous le permettez, je lancerai un appel. S'il y a des gens qui ont envie de donner un petit peu de leur temps, eh bien, faites le 06 94 45 15 25. Voilà. 45 15 25. Et appelez-nous et nous échangerons à ce sujet et vous nous épaulerez dans toute cette démarche que nous mettons en place parce que ça fait quand même plus d'une décennie que nous nous engageons et nous mobilisons pour la drépanocytose. 13 ans déjà. Les chiffres que vous rappelez, effectivement, cette maladie héréditaire se transmet à certains enfants que si les deux parents sont porteurs et effectivement du gène de la drépanocytose, avec un risque sur 4 à chaque naissance, 300 000 bébés naissent atteints de drépanocytose. Non, 300 000 personnes meurent. Oui. Alors, mais atteints de drépanocytose, chaque année dans le monde, 50% d'entre eux n'atteindront jamais leur 5e anniversaire. C'est ce chiffre qui fait froid dans le dos. Ils n'atteindront pas leur 5e anniversaire suivant l'endroit où ils vivent. Parce que suivant qui est le dépistage, qui est vraiment primordial, c'est essentiel le dépistage et je vois qu'en Guyane c'est vraiment quelque chose qui est largement pris en charge, c'est formidable parce que le dépistage va permettre quand même d'éviter que des gens qui sont porteurs du trait puissent avoir des enfants entre eux, sachant qu'au moins 1 sur 4 ou 1 sur 2 sera atteint par cette maladie héréditaire, disons-le, et non contagieuse. La question nous avait été posée. Exact. C'est une maladie de l'inégalité sanitaire et sociale, vous le disiez, effectivement, selon les endroits où on est, selon les pays, tout simplement. Et la prise en charge sanitaire aussi. Prise en charge sanitaire. C'est pourquoi, effectivement, vous faites cette journée, je rappelle, journée mondiale du 19 juin, et vous l'organisez avec un partenaire, l'hôtel Royal Amazonia. Comment ça va se passer? Eh bien, nous ne pensions pas que nous aurions eu ce partenariat, vraiment. Et lorsque nous avons vu les prestations que nous proposait l'hôtel pour les enfants, parce que ce qui a retenu l'attention des dirigeants de l'hôtel, c'est le fait que nous voulions améliorer la qualité de vie des enfants et que nous voulions que leur quotidien soit un petit peu plus éclairé par du bonheur, par de la joie, de façon que ces enfants-là sentent qu'ils sont des enfants comme les autres. D'ailleurs, Victor Hugo nous disait bien qu'on devait une certaine priorité aux enfants parce que l'enfant s'appelle l'avenir. Donc c'est ainsi que nous l'avions compris. Et organiser le goûter, c'est pas seulement faire venir des gosses pour leur donner à manger, c'est pas vrai. Il y aura des poèmes, certains d'entre eux, des petits malades vont faire de la musique. Nous avons Marie-Madeleine Calumet qui vient aussi avec son groupe. Donc il y aura une interactivité, il y aura un échange entre les enfants et nous, et nous verrons un petit peu ce qu'ils retiendront de cette journée, parce que nous voulons quand même qu'il y ait quelque chose qui reste de la journée. Bien sûr, il y aura ce partage qui est formidable, parce qu'il y a quand même quelques personnalités qui nous ont annoncé qu'elles viendront, et c'est placé quand même sous le patronage de Madame le maire de Cayenne, qui est la marraine de cette opération.
Voilà donc pour la manifestation de femmes en devenir sur la journée mondiale de la drépanocytose. On rappelle, c'est vendredi 19 et pour vous en Guyane. Donc à partir de quelle heure cette journée? À partir de 16h. À partir de 16h, oui. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Donc on rappelle ce goûter des enfants. Ça ne sera pas seulement un goûter, c'est toute une manifestation autour. Et la journée mondiale, c'est un moment, puisque nous avons aussi les actions du mois de novembre. Exact. Toujours pour les enfants avec notre partenaire McDonald's, puisque nous avions répondu à leur appel d'offres et notre association a été retenue suite à cet appel d'offres. Et nous avons aussi le Noël des enfants malades, que pour la première fois nous ferons cette année en partenariat avec le Rotary Club Cayenne-Est. Très bien, ben voilà, toutes les manifestations autour de femmes en devenir, toujours en action, toujours en mouvement. Et les enfants. Mais c'est important. ça qui nous tient en forme. Mais très bien, merci en tout cas de nous avoir donné toutes ces informations. On aura l'occasion de revenir, notamment la semaine prochaine, parler de ce qui touche beaucoup également les femmes, c'est le cancer. Oui, avec notre soirée bien-être qui sera la 4e édition cette année, avec des professionnels, tous bénévoles, tous volontaires, et qui sont vraiment exceptionnels. Voilà, et vous verrez que ce n'est pas simple de vivre avec son cancer, ça sera justement une thématique. On va en parler bien sûr d'ici la semaine prochaine. Ce sont les 2 pathologies vraiment sur lesquelles nous nous mobilisons. Vous mobilisez toute notre troupe. Les 80% de femmes et 20% d'hommes qu'il y a dans l'association, parce que vous me demandiez, y a-t-il des hommes dans cette association? Oui, c'est vrai. Et il y a des hommes. Bien entendu. Voilà, il n'y a pas que des femmes. Sarah Briolin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, vous êtes la présidente nationale et fondatrice de Femmes en devenir. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquezotte avec Dominique Nugent. Vous avez remarqué tous ces invités, Émile Sibrellus, Francis Nugent. On apprend à connaître nos artistes musiciens parce que bientôt, ça sera la fête de la musique le 21 juin pour être précis. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.